Bonsoir, c'est dimanche, 19h, 20h30, 90 minutes face à l'actu. L'occasion pour nous de revenir sous le prisme de l'analyse et des commentaires de l'invité du dimanche sur un certain nombre de faits d'actualité tels que rapportés par la rédaction de STV. Ce dimanche, nous reviendrons sur la venue au Cameroun lors de la visite officielle du président français Emmanuel Macron qui était dans nos murs lundi et qui est reparti mardi après une rencontre au sommet en audience avec le président de la République Paul Biya, à l'issue de laquelle, la rencontre, on a pu avoir une conférence de presse au cours de cette conférence de presse dont les temps forts, les éléments de la visite ont été évoqués. On en parlera dans cette émission, mais davantage des questions de santé. Selon l'ONU-SIDA, donc le rapport au soir du 30 juin 2022 a donc été publié cette semaine. La maladie est en recul, mais il y a encore un certain nombre de mécanismes à mettre en place pour qui sait peut-être définitivement l'éradiquer. Les hépatites également, on en a parlé cette semaine. Nous reviendrons également dans le cadre de cette émission sur la formation des officiers de police judiciaire en termes de reportage. L'invité de ce dimanche est davantage quelqu'un qui a une connaissance de ces questions. C'est un chercheur titulaire d'un doctorat PhD en économie, mathématiques et économétrie, spécialisé en économie de la santé. Il est l'auteur de plusieurs livres, dont un qui marque quand même Stratégie de mise à niveau du système de santé camerounais, révision des configurations institutionnelles. Avec lui, donc, on parlera certainement des politiques publiques de santé avec tous les mécanismes mis en place par le gouvernement. Docteur Albez, bonsoir. Bonsoir, Dipita. Merci d'être là ce soir. C'est moi qui vous remercie. Avant peut-être de commencer, je rappelle que cette semaine, nous avons organisé une forme de symposium, un symposium sur les questions de santé. Pourriez-vous nous rappeler un peu le concept? Oui, c'est le Salon international de la santé. Donc, c'était un grand événement qui avait 4 objectifs. Il faut déjà le rappeler que c'est une idée de G-Consul, de G-Conseil Cameroun, qui a bien voulu que je sois le coordonnateur de cet événement. Et là, nous nous sommes rendus déjà à la 3e édition, qui était l'édition de cette année, de 2022. Et comme je le disais, le Salon international de la santé, il a 4 objectifs. Le premier objectif, justement, c'est déjà d'abord apporter la santé aux populations, comme on le dit généralement. Ce n'est pas l'homme qui va vers la santé, mais c'est la santé qui va vers l'homme. Donc, le premier objectif, c'était d'apporter la santé vers les populations à travers une campagne de consultation gratuite sur un certain nombre de spécialités qui ne sont pas du tout faciles à rencontrer quand on connaît le quotidien dans nos hôpitaux. Donc il y avait cet élément. Il y avait le deuxième élément qui est la promotion de la santé à travers un symposium qu'on a organisé pour parler justement et pour édifier la population sur les questions de diabète, d'obésité, hypertension et maladies cardiovasculaires. Et il y avait également en 3e position un débat qui permet ici de voir en quelque sorte, d'évaluer où en sommes-nous sur les questions de santé, sur la construction de notre système de santé aujourd'hui, ce qui est très important puisque nous avons vu comment Covid a secoué tout le monde entier et aucun système de santé n'est resté intact. Donc il est question aujourd'hui de faire cette évaluation et de voir dans quelle direction nous devons véritablement partir avec des recommandations qui vont avec. Et la dernière articulation qui était dans le gala de fin, vendredi dernier, dans la soirée, au Musée national à Yaoundé, visait tout simplement à récompenser le personnel de santé. C'est-à-dire que l'idée, c'est remettre le personnel de santé au centre de la santé, au centre justement des intérêts de la population et du Cameroun. Parce que vous savez que c'est un personnel qui, au quotidien, consacre toute leur vie pour s'occuper de nous autres. Et nous avons vu également comment pendant Covid, il y a eu
il y a eu justement cette mobilisation du personnel de santé, malgré la menace qui était suffisamment forte. C'est un personnel de santé qui allait au front, un personnel de santé pour certains qui ont même perdu leur vie pendant ce moment qui était assez compliqué. Donc il était question de remettre ce personnel de santé à une certaine hauteur et les récompenser à travers différents prix. D'accord. Et s'agissant du salon, avez-vous le sentiment que la population a adhéré à cette activité? Les gens se sont-ils mobilisés pour venir, qui sait peut-être assister, participer, se faire dépister, se faire consulter à l'occasion de ce salon? Oui, tout à fait. Nous avons eu beaucoup de personnes qui sont venues se faire consulter. Et je vous assure que lorsque j'ai vu le flux de personnes qui arrivaient pour des consultations, j'ai compris que les Camerounais avaient vraiment des problèmes de santé. Donc, il y avait eu beaucoup de consultations, il y a eu beaucoup de personnes. Même lors des conférences, débats et du symposium, nous avons eu également à chaque fois les salles qui étaient suffisamment pleines. Donc, ce qui démontre qu'il y a eu véritablement de l'engouement. Et actuellement, nous sommes en train de réfléchir déjà sur comment est-ce que nous pouvons organiser l'édition 2023 avec beaucoup plus de commodité et beaucoup plus de grandeur. Cela dit, abordons donc des questions purement de politique publique, de santé. On va peut-être commencer par celle qui revient assez souvent, le paludisme. Je veux dire qu'on voit comment le monde entier se mobilise pour un certain nombre de pandémies, VIH, SIDA et bien d'autres. Mais le paludisme reste quand même, j'ai failli dire un mal, qui dans notre pays, en Afrique centrale, à cause d'un certain nombre de conditions dans l'environnement, continue à, j'ai failli dire, sévir. Avez-vous le sentiment que le gouvernement prend à bras le corps dans sa stratégie de lutte cette épidémie, cette maladie-là? Alors, je vais répondre comme j'ai l'habitude de le dire. Mais avant de répondre, je voudrais rappeler déjà que j'ai travaillé dans la lutte contre le paludisme depuis 2008. Donc, j'ai travaillé même dans le cadre d'un projet Fonds mondial qui était logé au Centre Pasteur à l'époque. Et lorsque nous avons fini ce projet, j'avais eu une conclusion très simple. C'est que les Africains n'ont pas encore commencé à lutter contre le paludisme, notamment notre pays. Je le dis parce que lorsqu'on regarde, par exemple, parce que déjà, mon tout premier ouvrage a porté sur le paludisme, fardeau socio-économique du paludisme en Afrique. Et là, il était question déjà d'évaluer dès le départ les programmes nationaux de lutte contre le paludisme, leur conception. Et à ce moment, je disais déjà, lorsque l'ouvrage est sorti en 2013, je disais déjà que tels que les programmes nationaux de lutte contre le paludisme sont construits aujourd'hui, à cette époque-là, nous n'allons pas atteindre les objectifs qui sont fixés. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà biaisé un certain nombre de choses dès le départ. Et beaucoup pensent généralement que j'ai un problème particulier avec un certain nombre de décisions et de stratégies qui sont mises en place. Mais je crois que lorsqu'on décide de faire quelque chose de sérieux, il faudrait également mettre du sérieux. Je le dis ici parce que quand on regarde l'actualité, quand on regarde l'évolution des choses, j'ai été quelque peu, pas surpris, mais j'ai vu en quelque sorte qu'on ne peut pas cacher la vérité longtemps. Et vous voyez, par exemple, en 2020, si je ne me trompe pas, lors de la journée mondiale de la lutte contre le paludisme, le ministre, parmi les recommandations, et l'une des principales recommandations de cette journée-là en 2020, il a dit il faut activer la volonté politique dans la lutte contre le paludisme. Ça veut dire que depuis des années, il n'y a pas de volonté. Ça ne vient pas de moi. Pourtant, moi, je le dis depuis, je le dis qu'il n'y a pas de volonté. Parce que si nous avons une certaine volonté, il y a des choses qu'on n'aurait pas rencontrées sur le terrain. Je prends l'exemple très simple de ce que j'ai l'habitude de dire. Nous avons
des programmes nationaux de lutte contre le paludisme qui sont essentiellement basés sur une stratégie extrêmement limitée, la moustiquaire, qui est une stratégie extrêmement limitée. Je rappelle qu'en 2018, les statistiques parlaient de plus de 6 millions de cas de malades de paludisme, de personnes atteintes de paludisme, hein, environ 6 millions 200 000 poussières. Tout à fait. Donc, vous voyez qu'il y a un problème, c'est-à-dire baser déjà un programme comme celui-là sur des questions, avec toute l'importance qu'il y a sur la moustiquaire, ça cause déjà un problème. Parce que la moustiquaire, il faut le dire dès le départ, puisqu'il y a une théorie qui démontrait clairement à travers les parasitologues et autres, qui avaient démontré que l'anophèle femelle, qui est le transmetteur du paludisme, est en activité entre 22h et 5h du matin. Donc, au départ, il était bien évident, de penser donc que on pouvait utiliser la moustiquaire comme principale méthode, sauf que même jusque-là, il y avait des limites parce que ce n'est pas tout le monde qui se retrouve au lit à partir de 22h. Donc, il y a déjà un certain nombre de limites et j'évoquais déjà ces limites à cette époque. Maintenant, au fur et à mesure que le temps passe et qu'on essaye de pousser les réflexions un peu plus loin, on se rend même compte que la moustiquaire n'a jamais véritablement été l'une des principales stratégies dans des pays qui ont vaincu le paludisme. Donc pourquoi est-ce que chez nous, c'est l'une des principales stratégies? Par la suite, tout récemment, il y a une équipe de chercheurs qui a démontré clairement que l'approche traditionnelle selon laquelle l'anophèle femelle est en activité entre 22h et 5h du matin est battue en brèche. C'est-à-dire que l'anophèle femelle, elle pique désormais même en journée. Alors la question simple aujourd'hui, c'est est-ce que vous allez marcher en plein jour avec votre moustiquaire? Ce n'est pas possible du tout. Donc, il y a l'Institut Pasteur qui est basé à Bangui qui a lancé cette alerte il y a de cela quelques mois en disant aux pays africains, il est temps de revoir les stratégies de lutte contre le paludisme en Afrique. Et c'est ce que nous disons depuis des années, qu'il n'est pas question de focaliser une lutte comme celle-là sur un outil qui est autant limité. Je voudrais rappeler ici que la moustiquaire, elle a été mise en place 23 ans après que le paludisme soit fini dans plusieurs pays en Europe. C'est-à-dire que c'est à ce moment qu'ils ont créé la moustiquaire avec pour grande destination l'Afrique. Mais aussi, il faudrait dire autre chose, c'est que selon mes analyses dans le projet que j'évoquais tout à l'heure, je me suis rendu compte que rien que entre 2011 et 2014, la moustiquaire à elle seule a pris 90% du financement alloué à la lutte contre le paludisme, soit 90 milliards, vous vous imaginez. C'est-à-dire qu'en 3 ans, on a dépensé 90 milliards sur uniquement la moustiquaire. Et aujourd'hui, avant la dernière campagne qui est en train de se dérouler, nous étions déjà à plus de 35 millions de moustiquaires imprégnés, distribués. Mais jusque-là, on n'a pas de résultats positifs. Bon. Alors, quelles sont les stratégies que vous pensez être les mieux adaptées pour notre environnement, évidemment, afin qu'il s'est peut-être davantage de faire reculer cette maladie, à défaut, si possible, l'éradiquer définitivement? La principale stratégie, tout le monde le sait, c'est l'assainissement de l'environnement. Le changement de comportement, c'est par là que tout le monde est passé. C'est-à-dire que vous avez le changement de comportement, vous avez l'assainissement de l'environnement. Et aujourd'hui, nous avons une opportunité très importante qui est celle de la décentralisation, qui peut permettre justement de toucher du doigt ce changement de comportement et cet assainissement. C'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui véritablement décentraliser la lutte contre le paludisme afin que ces stratégies soient véritablement mises sur pied au niveau des collectivités territoriales décentralisées. D'accord. On va peut-être prendre le premier reportage qui va nous permettre d'introduire le deuxième sujet qui est également
une pandémie qui, évidemment, mobilise davantage des moyens, les pouvoirs publics, pas qu'au Cameroun, à travers le monde, c'est le VIH-Sida. Et je l'ai dit cette année, ONU-Sida, ou du moins ce mois, ONU-Sida a publié de nouvelles statistiques parlant justement de cette pandémie. Suivez ce reportage. En 2021, 1,5 million de personnes sont devenues nouvellement infectées au VIH. 650 000 décédés de maladies liées au sida. 38,5 millions de personnes vivent avec cette pathologie dans le monde et seulement 28,7 millions de personnes infectées ont accès à la thérapie antirétrovirale. Ces statistiques sont de l'ONU-Sida. Lorsqu'on fait une comparaison aux chiffres de l'année 2020, période de temps fortement marquée par la maladie à coronavirus, on se rend compte que le nombre de décès liés au sida est en régression. Passé de 680 000 en 2020 à 650 000 en 2021. Autre élément de comparaison, l'augmentation du nombre de personnes infectées dans le monde. On l'estimait à 37,7 millions de personnes en 2020 contre 38,5 millions de personnes en 2021. Plus des 2/3 se retrouvent dans le continent africain et 54% d'entre elles sont des femmes et des filles. Bon à savoir, le virus de l'immunodéficience cible le système immunitaire et affaiblit les défenses de l'organisme contre les infections. Le stade le plus avancé de l'infection à VIH est le syndrome de l'immunodéficience acquise, le sida. Il n'existe pas de moyen de guérir de l'infection à VIH, raison de l'importance de la prévention. Davantage de prévention pour évidemment faire reculer cette autre pandémie. Alors, docteur, vous êtes plutôt satisfait, moins satisfait. Quelle appréciation faites-vous de la gestion par les pouvoirs publics au Cameroun de la lutte contre le VIH-Sida? Je dirais que c'est le programme qui fonctionne. D'accord. Ce programme, il fonctionne. Et je pense qu'il fonctionne davantage bien parce qu'on a mis beaucoup d'accent sur la prévention et sur la promotion de la santé à ce niveau. Parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup d'activités qui meublent justement le programme SIDA et qui ont fait aujourd'hui à ce que nous puissions avoir les résultats qui sont présentés, c'est-à-dire que cette baisse significative de l'évolution de la maladie. Donc, vous voyez également que le programme il fonctionne bien parce que on est quitté de cette grosse stigmatisation de la maladie qui faisait que lorsque les gens étaient diagnostiqués positifs, ils étaient pratiquement rejetés par la société, marginalisés, et on avait aussi des gens qui étaient réticents face à la mise sous traitement, ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a déjà des meilleurs résultats à ce niveau. Ça prouve que c'est un programme qui véritablement a été bien conçu à un moment donné et qui fonctionne malgré des difficultés qu'on peut rencontrer à l'intérieur, parce que de temps en temps également, on peut trouver des difficultés telles que j'ai souvent causé avec des responsables. Mais il faut dire que dans sa mobilisation, dans sa stratégie, c'est un programme qui donne des résultats satisfaisants. Alors s'il fallait faire un parallèle entre celui dont on a parlé précédemment, la lutte contre le sida et le VIH, vous direz que qu'est-ce qui fait la distance justement dans le constat que vous faites à l'instant entre le premier pour lequel vous semblez ne pas forcément être satisfait et le second vous exprimez tout votre satisfecit? Je pense que jusqu'à présent, il doit y avoir un sérieux problème de prise de conscience. C'est-à-dire que premièrement, j'ai l'impression que chez nous, on minimise encore le paludisme parce qu'on se dit à tout bout de champ, on peut trouver un comprimé et puis on en guérit. Contrairement avec le VIH, où on sait effectivement qu'il n'y a pas de traitement qui permet de sortir totalement de la maladie. Donc les gens font beaucoup plus attention à cela pour ne pas virer de ce côté. Mais on continue à banaliser le paludisme qui est un tueur silencieux et qui fait des ravages. Parce qu'il faut le dire, que le paludisme n'a pas d'amis. Le paludisme, c'est une maladie qui tue sérieusement
des Camerounais et des Africains. Quand vous voyez, par exemple, il y a des articles qui avaient été publiés une certaine année, où on vous disait que toutes les 30 secondes, un enfant meurt de paludisme dans le monde. Ça prouve qu'il y a véritablement urgence. Contrairement au VIH-Sida, où vous pouvez vivre avec toute votre vie, le paludisme, en quelques heures, vous a décimé. Donc, je crois qu'il y a un problème de prise de conscience à ce niveau. Il faut que nos autorités, que nos dirigeants et que la population également prennent conscience du fait que le paludisme n'a pas d'amis. Est-ce que les moyens de lutte déployés sont les mêmes, peut-être en termes de quantité, en termes de mobilisation des personnels, en termes de stratégie? Je pense qu'il y a des moyens pour le paludisme. Il y a suffisamment de moyens parce que je vous ai parlé tout à l'heure que nous avons dépensé 102 milliards en 3 ans, entre 2011 et 2014. 102 milliards, c'est-à-dire que tout partenaire confondu, avec l'État y compris. Donc, vous voyez que c'est suffisamment d'argent pour pouvoir mobiliser un certain nombre de stratégies pour le faire. Et ici, moi, je continue à dire que le moyen le plus efficace pour sortir de cette histoire, c'est de responsabiliser la population. Il faut responsabiliser la population. Il faut dire à la population que le plus grand rôle à jouer, c'est à leur niveau. Parce que le premier niveau de prévention d'une maladie quelconque, c'est au sein de la population. Et je crois que c'est ce travail de promotion de la santé qui manque effectivement à ce programme PALU, qui reste uniquement focalisé sur les campagnes de distribution de moustiquaires et ne fait pas véritablement le travail de fond qui est la promotion de la santé, d'expliquer aux populations que entre prévenir le paludisme en assainissant l'environnement dans lequel vous vivez, ça ne vous coûte pas grand-chose. Ça ne vous coûte pas grand-chose, mais tomber malade vous coûte beaucoup plus cher. Et je crois que normalement, au niveau de la direction de notre système de santé, de l'administration de notre système de santé, on devrait en être beaucoup plus conscient parce que il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'on avait fait l'évaluation de la prise en charge d'un cas de paludisme grave, par exemple, il savait que le cas de paludisme grave dans notre pays se traite à 300 000. Alors, 300 000 ici, c'est scindé comment? C'est-à-dire que l'apport du ménage, c'est-à-dire de la personne qui est malade, c'est environ 50 000. Okay. Et c'est le système de santé qui endosse les 250 000. Forme de prise en charge. Exactement. Donc vous voyez que l'État dépense suffisamment pour prendre en charge un seul cas de paludisme grave. Donc il est impératif que le gouvernement, que le ministre de la Santé, qui est le directeur, comme si je peux le dire comme ça, de la stratégie au niveau de la santé, prenne conscience de cette dépense qui est énorme. Pourtant, si on réussit à faire la prévention, une bonne prévention, vous voyez que ça permet à l'État d'épargner beaucoup dans la prise en charge justement de ces cas de paludisme. Mais de façon triviale, comme il se dit également, les moyens mis pour le sida ou alors la mobilisation pour lutter contre le sida n'est pas identique à celle du palu, qui c'est peut-être parce que c'est aussi une maladie des tropiques, une maladie qui n'est pas forcément celle des pays froids, des pays qui ont des moyens, des pays qui ont le niveau de recherche adapté à ce type de maladie. Est-ce que de là aussi, on ne peut pas interroger l'efficacité? Ce que je dis généralement, c'est que lorsque je parle du paludisme, j'évite de l'identifier aux tropiques. D'accord. Parce que l'histoire sur la maladie nous révèle que nous avons eu l'Europe qui avait le même niveau de paludisme que nous. Il y a des zones en France jusqu'à aujourd'hui où il y a la nouvelle femelle. Ça, on ne vous le dit pas. Donc, généralement, ramener ça aux tropiques, c'est un peu comme dire que nous sommes condamnés à mourir du paludisme. Je ne crois pas à ça. Je pense sincèrement que en fonction de notre environnement, nous pouvons apporter des solutions qui vont avec. Les autres, ils ont eu des solutions qui vont avec leur environnement et nous également, pourquoi pas réfléchir. Le seul problème que nous avons actuellement, c'est que
les réflexions que nous essayons de mettre sur pied ici sont des réflexions qui sont menées ailleurs. C'est-à-dire que nous nous attendons à ce que ceux qui ont vaincu le paludisme depuis des années et qui ont pour principal avantage dans cette histoire de vendre les médicaments et de vendre les moustiquaires, que ce soit eux qui nous apportent la solution. C'est là, en fait, où nous pêchons beaucoup plus. Donc, je crois que en fonction de notre environnement, nous pouvons effectivement définir un véritable programme qui nous permet d'aboutir à des résultats positifs. Parlons à présent des hépatites. Cette semaine, au niveau du ministère de la Santé, une forte réflexion a été menée, évidemment, pour cette fois aussi davantage, peut-être qu'il sait contenir ou faire reculer cette maladie-là. C'était à Yaoundé, l'événement. Suivez ce reportage. Selon les données statistiques du ministère de la Santé publique de juillet 2022, au niveau mondial, 26% de personnes sont atteintes d'une ou de plusieurs formes d'hépatite. Au plan africain, 58 millions de personnes souffrent d'infections chroniques par le virus de l'hépatite C. Chaque année, on dénombre 1,5 million de nouvelles infections et plus de 290 000 décès dus aux maladies du foie liées à l'hépatite C. En ce qui concerne l'hépatite B, dont la transmission se fait par voie sanguine, sexuelle et de la mère à l'enfant, 2 milliards de personnes sont infectées dans le monde. Un peu plus de 250 millions de personnes vivent avec une hépatite chronique pour un total de 900 000 décès chaque année. Parlant spécifiquement du Cameroun, 1,3% de personnes souffrent de l'hépatite C et 8,3% de l'hépatite B. Il faut souligner que la méconnaissance des populations, l'adoption des pratiques et comportements à risque expose chaque jour des personnes à cette maladie qui, du reste, est l'une des plus infectieuses dans le pays. L'une des complications des hépatites virales B et C est le cancer du foie qui n'a pas de traitement curatif propre. Avec une prévalence de plus de 10% pour l'hépatite B et 12% pour l'hépatite C, le Cameroun est un des pays les plus touchés en Afrique et dans le monde. Face à cette maladie, un plan stratégique national de lutte contre les hépatites virales 2020-2024 a été lancé le 28 août 2020 à Yaoundé. Objectif du gouvernement, accroître de façon considérable la réponse aux hépatites virales et conduire à l'obtention de meilleurs résultats de la prise en charge sur la base d'une continuité de soins. Au niveau international, pour un meilleur contrôle et une prise en charge optimale de la maladie, l'Organisation mondiale de la santé a mis sur pied une stratégie mondiale des secteurs de la santé contre l'hépatite virale B avec un continuum de soins recommandés. Il faut dire que le 28 juillet est donc le jour de commémoration de cette maladie-là et le Cameroun est le deuxième pays après l'Égypte en Afrique qui paie le plus lourd tribut des hépatites virales. Voilà également une maladie qui vraiment coûte au système de santé camerounais. Oui, c'est évident. Et c'est pas la seule maladie. Ça fait partie ici de cette liste de maladies qui sont très négligées. Ça, il faut le dire. Il faut le dire que depuis des années, pendant qu'on en parlait, des gens estimaient que c'était pas nécessaire d'en parler. Quand je dis c'est pas la seule, c'est parce qu'aujourd'hui également, vous avez l'hypertension qui est déjà pratiquement à 35% de prévalence, et plus même, ça c'est 35%, c'est la prévalence de 2018, donc nous sommes pratiquement déjà à 50%, ce qui est suffisamment important. Absolument. Nous avons également, pendant le Salon international de la santé, nous avons fait des dépistages d'obésité et de diabète. Et vous voyez, ce sont des courbes qui sont très ascendantes. Mais jusqu'à présent, on n'y pense pas. C'est lorsque la maladie va véritablement s'installer qu'on va commencer à courir de gauche à droite. Et qu'est-ce qui justifie c'est le nombre de patients? Ou alors, qu'est-ce qui peut expliquer cette forme de désintérêt? Je crois ici qu'il y a deux choses. La première chose, c'est que nous sommes dans un système de santé qui met beaucoup plus l'accent sur la prise en charge et non sur la prévention. Donc, quand vous regardez la structuration de notre système de santé, c'est un peu le message qui ressort de façon implicite, c'est tomber malade et on va vous prendre en charge, en fait. Ce qui fait que très rarement, on agit
mais on est toujours en train de réagir, c'est-à-dire que lorsqu'il y a déjà eu une action, lorsqu'il y a déjà eu une situation. Alors qu'un système de santé, premièrement, c'est la prévention. D'accord. Parce que la prise en charge, c'est lorsqu'on a échoué au niveau de la prévention qu'on essaie de se rattraper. Et c'est ça le véritable problème aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde ce qui se passe, beaucoup de gens au Cameroun, moi, lorsque je travaillais au Centre Pasteur, je dois avouer ici que c'est lors de mon entrée au Centre Pasteur, lorsqu'on m'exigeait, parce qu'on exigeait, je ne sais pas si c'est toujours le cas, un certain nombre de vaccins avant de commencer à booster. Vous savez, vous êtes très proche des laboratoires et autres. Et c'est à ce moment que je me suis rendu compte qu'il y avait un vaccin contre l'hépatite B. Donc, vous voyez, et je ne suis pas le seul. Jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il y a un vaccin pour l'hépatite B. Donc, il y a un problème de promotion de la santé. Ça, j'insiste dessus. Parce que beaucoup de gens ont l'habitude de dire, écoutez, la population doit prendre soin d'elle-même, doit prendre soin de sa santé, mais on ne peut pas prendre soin de sa santé si on n'a pas la bonne information. Et qui nous donne la bonne information, c'est le système de santé, qui doit nous donner la bonne information pour que nous puissions prendre soin de notre santé. Si ce système-là ne fait pas son travail, vous allez voir que les gens vont se retrouver malades et c'est à ce moment qu'ils vont découvrir en quelque sorte les causes de leur maladie. Il y a tout récemment, je parlais des questions d'hypertension et de maladies cardiovasculaires et j'expliquais aux gens que les habitudes alimentaires aujourd'hui sont en train de nous traîner vers cette explosion. J'ai pris l'exemple de ce qu'on achète à tout coin de rue aujourd'hui qu'on appelle boisson énergisante, qui est très nocif et qui est un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires, l'hypertension et autres. Mais les gens ne le savent pas. Il faut voir comment les gens consomment ces produits sans modération. Tout simplement parce qu'on vous dit non, c'est tout simplement un jus, vous pouvez le prendre et puis vous avez beaucoup d'énergie et autres. Et il n'y a pas un véritable problème d'éducation de masse. Et c'est le rôle principal, le premier rôle en fait du système de santé. C'est-à-dire que le système de santé, comme j'ai l'habitude de le dire, le meilleur système de santé n'est pas celui qui soigne le plus de patients, mais c'est celui qui a moins de patients que tout le monde. Donc on doit premièrement éduquer la population, leur donner des moyens de ne pas pouvoir tomber malade, de prendre en charge leur prévention et leur santé, de préserver leur santé en quelque sorte. C'est ça le travail premier d'un système de santé. Mais malheureusement chez nous, vous allez voir, je vais prendre un exemple peut-être pour chuter là-dessus. Pendant longtemps, vous avez vu les affiches qui étaient dédiées au choléra. C'était tout simplement, lorsque vous avez les symptômes du choléra, voici ce qu'il faut faire. Et il n'y avait pas d'affiche au départ qui vous disait comment éviter le choléra. Absolument. Donc, le système de santé vous fait comprendre que vous pouvez vous balader comme vous voulez. Vous pouvez tomber, c'est au moment où vous allez tomber malade qu'on va vous donner des directives comment sortir de là. Ce n'est pas ça le véritable message qu'il faut. Parce que, justement, lorsque vous avez des systèmes de santé aussi faibles que les nôtres et qui sont sous-financés, il faut maximiser sur la prévention pour que la charge ne soit pas très lourde. Aujourd'hui, voilà les hépatites. Pour soigner les hépatites, c'est suffisamment lourd pour un individu. Et quand on connaît les complications qui viennent avec, notamment le cancer du foie qui est irréversible jusqu'aujourd'hui. Donc, forcément, il faut mettre l'accent sur la prévention. Vous parliez, on aurait également pu évoquer le choléra, vous en avez parlé. D'ailleurs, nous sommes en résurgence en ce moment, avec un retour de nouveaux cas qui sont observés dans des centres de santé. Je ne crois pas que ce soit une résurgence, c'est quelque chose qui existe depuis. C'est-à-dire qu'on vit avec le choléra. Il y a des moments il y a des périodes il y a juste des périodes de pic et des périodes où ça baisse un peu. Et je me rappelle qu'en 2018, j'avais écrit un protocole pour déployer une stratégie, comment est-ce qu'on peut contenir cette affaire. Ça n'a pas, comme d'habitude, ça n'a pas intéressé les autorités, les dirigeants, parce que je pense qu'on reste dans l'approche des populations qui doivent tomber malades absolument pour qu'on les prenne en charge. Je dis ça parce que actuellement, le choléra, vous avez vu à un moment, il y avait boom.
et les informations ont disparu. Les informations n'ont pas disparu parce que le choléra était fini. Il faut être sur le terrain pour savoir que le choléra continue. Et il fait actuellement ce que j'appelle sa tournée nationale. Parce que cette semaine qui s'achève, il y a un cas suspect qui a été déclaré au sud. Malheureusement, jusqu'à présent, ça fait pratiquement 4 jours qu'on n'arrive pas à confirmer parce que les échantillons sont quittés du sud pour venir être testés à Yaoundé. Vous voyez que même jusque-là, cette manière de faire ne nous avantage pas parce que imaginez-vous un seul instant que ce soit un véritable cas positif et la contamination continue dans la société. Donc je crois qu'ici, il faudrait peut-être qu'on revoie un certain nombre de choses. Et je crois aussi que l'une des raisons qui fait à ce que toutes ces maladies ne prennent pas véritablement, ne prennent pas de place dans la réflexion au sein des réflexions de notre gouvernement, c'est peut-être parce que ces maladies, en quelque sorte, ne mobilisent pas assez de fonds. C'est-à-dire, il faut le dire, ça ne mobilise pas assez de fonds. Vous n'allez pas dire à un bailleur de fonds de venir vous financer une maladie qui peut s'éradiquer tout simplement par des gestes d'hygiène. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que c'est du B à bas. Donc, c'est parce que, à mon niveau, ces maladies ne mobilisent pas suffisamment de fonds que certains ne pensent pas qu'on devrait donner beaucoup plus d'intérêt. Mais je vous assure que c'est des maladies qui sont très dangereuses dans la société. Je rappelle qu'au 30 avril, on avait déjà 5000 morts. 100 morts et 5000 infectés. Donc, avril, juillet, on peut évidemment voir que les statistiques ont évolué. Sans transition, on va parler de la Covid. On peut au moins se satisfaire de cette autre pandémie. Le Cameroun a su être à la hauteur de la lutte. On observe quand même un recul, du moins par rapport à 2020, même si c'est derniers mois, en Europe, on observe que ça repart assez fortement. Chez nous, on peut se dire qu'on a fait du bon boulot. Je ne le dirais pas comme ça, parce que il faut toujours parler avec des évidences. D'accord. J'ai souvent eu l'habitude d'expliquer ça de façon très simple. Est-ce que si vous demandez à un aveugle de vous dire où vous avez posé peut-être quelque chose, et qui vous disent qu'il n'a pas vu, est-ce que c'est une information vraie? C'est normal, il ne voit pas. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne avec Covid. Vous testez, vous avez des informations. Si vous ne testez pas, vous n'avez pas d'informations et vous pouvez vous dire que vous êtes satisfait de ce qui se passe. Donc, il peut arriver qu'il y ait véritablement accalmie, ce que nous constatons, mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de cas, puisque les tests systématiques qui existaient ne sont plus là. Et maintenant, aussi, de mon côté, en tant qu'économiste de la santé, je ne peux pas me satisfaire de la gestion de Covid. Absolument. Je ne peux pas, parce que nous tous, nous connaissons la grosse polémique qu'il y a derrière toute cette affaire. C'est-à-dire que pour si peu de résultats, nous avons dépensé beaucoup plus d'argent que prévu. C'est-à-dire qu'un argent qui pouvait financer notre système de santé dans beaucoup de choses. Et je le disais déjà, puisque en février 2020, on n'avait pas encore de cas de Covid. Moi, j'avais déjà publié une note de lecture. J'avais publié une note de lecture où je disais, vu les analyses que j'avais faites sur l'évolution de Covid chez les autres, il était tout à fait normal que nous ne puissions pas tenir compte de cette histoire avec beaucoup d'intérêt comme ça a été le cas. Pourquoi? Parce que je prends souvent l'exemple très simple. Vous voyez que lorsqu'à ce moment-là, vous regardez les chaînes européennes, notamment une chaîne comme TF1 pour ne pas la citer, vous voyez bien qu'il y avait un spot TV qui passait où on vous dit si vous êtes infecté, restez chez vous. Au bout de 3 jours, votre organisme aura vaincu le virus. C'est-à-dire qu'il aura vaincu le virus sans traitement au bout de 3 jours. Et on vous disait qu'à 90%, c'est-à-dire 80-90%, le virus finit par être éliminé de façon naturelle, donc sans traitement. Ça veut dire que nous étions tout simplement en face d'une maladie suffisamment simple.
Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans lieu de faire? Ce qui avait lieu de faire, c'était de regarder en quelque sorte l'analyse démographique des cas compliqués de cette histoire. C'est-à-dire ceux qui font des cas compliqués. Donc, on se rendait compte qu'il y avait des facteurs de comorbidité qui permettaient justement aux gens de faire une forme beaucoup plus compliquée et grave. Donc, il était donc question de centrer notre stratégie. Et c'est ce que je disais déjà sur cette note, avant que nous n'ayons un cas de Covid. Oui, mais je veux dire que ça, on peut avoir beau rôle de le dire après coup. Nous sommes à 2 ans après. Mais on se souvient bien que quand la pandémie a commencé à la fin des années 2019, que ce soit en Asie, en Europe, il y a eu comme une panique générale des différents systèmes de santé. Ici, il y a eu les comorbidités. Oui. Le volet gravité de la maladie, on l'a découvert bien longtemps après. Le souci, c'est qu'il y avait déjà des données. Ça existait déjà, il y avait déjà des données. Nous n'étions pas les premiers. Nous avons eu la chance d'avoir 3 mois. Pendant que les autres souffraient, nous, on n'avait rien. Oui, mais quand la maladie arrive ici, les autres n'ont pas encore non plus de solution. Les autres n'avaient pas de solution, mais les analyses, elles étaient déjà là. Puisque je vous parle du Sport TV, qui existait déjà. C'est sur la base des statistiques là, que ça a été fait. Donc, pendant que nous attendions la maladie, ils avaient déjà les informations, ils avaient déjà fait un certain nombre d'analyses. Et c'était des analyses qui étaient avérées. Le problème, c'est qu'il est évident qu'il y a eu une certaine panique. Il y a eu la panique parce que la menace, elle était inconnue. Mais est-ce que c'est parce que la menace est inconnue que vous allez faire du n'importe quoi? C'est pour cela que j'ai toujours eu l'habitude de dire une chose. Les pays comme les nôtres finissent par tomber dans des erreurs parce que nous ignorons complètement le marché de l'intelligence. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous ignorons le fait qu'on peut faire confiance aux gens qui ont consacré leur vie uniquement dans l'analyse. C'est ce que les autres font. C'est-à-dire que vous allez voir qu'ailleurs, pour prendre une décision, on a carrément des gens qui passent le temps à faire des analyses et qui donnent justement l'information et peuvent dire que voici ce qu'il faut faire. C'est ce qui s'est passé puisque vous avez vu, au bout de 2 semaines, que la maladie soit véritablement d'ampleur internationale, les mesures barrières sont sorties. Parce qu'il y a des gens qui réfléchissent là-dessus. Et chaque pays avait cette lourde tâche de se tourner vers des gens qui ont la capacité de faire des analyses afin de conseiller justement le gouvernement sur un certain nombre de choses. Moi, je l'ai fait. J'ai mis à disposition toutes ces analyses que j'avais faites. Et je le disais déjà, je disais que ne nous dépensons pas financièrement sur cette histoire parce que ça n'en vaut pas la peine. Tout ce que nous devons faire actuellement, c'est que si nous avons des fonds qui sont mobilisés, c'est le moment pour nous de réfléchir sur notre système de santé parce que chaque crise sanitaire est une opportunité de pouvoir construire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire actuellement? Si nous pouvons mobiliser les fonds pour cette affaire, que nous l'utilisons pour relever le niveau de notre système de santé. Et pendant qu'on le fait, on met également sur pied une stratégie qui permet de protéger ceux-là qui ont des facteurs de comorbidité. Et j'avais fait l'estimation à l'époque, l'estimation que j'avais faite, c'est qu'au Cameroun, nous avons environ dans les 2 millions de personnes qui pouvaient faire la maladie de façon grave. Alors, c'était très simple de pouvoir le faire, puisque même au niveau du ministère, ces statistiques, j'ai été surpris qu'après mes estimations, qu'il y ait un responsable du ministère qui me dise qu'ils avaient fait pratiquement les mêmes estimations, mais pas dans le cas de Covid, et nous sommes arrivés au même résultat. Ça veut dire que les informations, elles existent là-bas. Donc, il était donc question de ne pas véritablement courir au même rythme que les autres, parce que nous voyons bien évidemment que la situation n'était pas aussi dramatique que ce qu'on était en train de nous présenter. Et je le disais déjà, lorsque, par exemple, le milliardaire Bill Gates avait dit qu'il prévoit déjà 10 millions de morts en Afrique, j'avais dit une seule chose, c'est que là, il est en train de créer le marché de la peur. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il veut préparer les Africains à un nouveau marché qu'ils étaient sur le point de mettre sur pied.
non seulement le marché de tout ce que nous connaissons, des masques, des vaccins, des tests et autres. Il fallait préparer les Africains et jeter justement la peur au niveau des Africains pour qu'ils s'affolent et que le marché soit plus facile à pénétrer. C'était ça la logique, il fallait le comprendre. Et quand vous le dites, il y a des gens qui ne sont pas réceptifs. On vous dit non, vous voulez tout simplement déranger. Mais à la fin, on est arrivé à quoi? À une dépense de plus de 300 milliards sans toutefois voir ce que ça a fait. Avant de poursuivre, je suggère qu'on prenne notre reportage qui n'a peut-être plus forcément un lien avec la santé. Vous le savez certainement, le ministre de la Justice a demandé l'arrêt des poursuites à l'endroit de Basile Atanganakuna, l'ancien ministre de l'Énergie et de l'Eau, qui a d'ailleurs regagné son domicile libre cette semaine. Reportage. L'ancien ministre de l'Eau et de l'Énergie, Basile Atanganakuna, vient de recouvrer sa liberté. La présidence de la République a en effet ordonné sa libération à travers une correspondance du secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngongo, adressée le 25 juillet 2022 au ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, avec comme objet arrêt des poursuites engagées contre le nommé Basile Atanganakuna. La dite correspondance classée confidentielle s'est retrouvée dans les réseaux sociaux et a soulevé une grosse polémique. Incarcéré depuis mars 2018 à la prison centrale de Nkondengui, à Yaoundé, Basile Atanganakuna est accusé de détournement de deniers publics en coaction, complicité des mêmes faits et immigration clandestine. Il lui était notamment reproché d'avoir mis sur pied en coaction une société écran dénommée Aspac Semaxal pour sous-traiter frauduleusement un contrat commercial d'environ 40 milliards de francs CFA conclu en novembre 2009 entre la Camwater Utilities et l'entreprise belge Aspac International. Ce 29 juillet 2022, l'arrêt des poursuites a été requis par le procureur général près le tribunal criminel spécial à la demande du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, comme le stipule la loi. Et Anne-Noël Baounoui Batende, présidente de la collégialité des juges et par ailleurs présidente du tribunal criminel spécial, a prononcé la décision aux environs de 16 heures. Ceci à la suite de la restitution du corps du délit au trésor public, soit un montant de 1,265 milliards de francs CFA. Basile Atanganakuna était en détention à la prison centrale de Yaoundé-Nkondengui depuis 2018. Arrêté au Nigeria en mars 2018, ce dernier avait été ramené au Cameroun dans la foulée pour y être placé en détention, accusé de détournement. On poursuit le fil de cette émission sur des questions de politique publique de santé. Et l'un des sujets qui reviennent assez souvent ces derniers mois en termes de politique, il s'agit de l'humanisation des soins de santé au Cameroun. Et ça dit qu'on n'y était pas. Le gouvernement, le ministre de la Santé désormais veut y mettre un accent particulier. Quel est un peu l'état de cette problématique dans notre pays? Alors, je peux dire que c'est la vision du nouveau ministre. C'est-à-dire que lorsqu'il est arrivé, c'est sur ça qu'il a posé toutes ses réflexions et ses actions. D'accord. Il s'est dit, lui, il va humaniser les soins. Ce qui est un pan très important. Parce que déjà, il faut le dire que l'humanisation des soins relève du deuxième objectif du système de santé. C'est-à-dire que la réactivité du système de santé. Comment est-ce que le système de santé traite les individus? Parce qu'il faudrait le dire que le deuxième objectif d'un système de santé, c'est de traiter les individus avec dignité. C'est-à-dire que non seulement les patients, mais les gens qui les accompagnent. Parce que dans un système de santé, il faut que les gens le comprennent. Le système de santé est différent des autres systèmes de production. C'est le seul système de production où vous avez le patient qui est en même temps producteur des soins de santé, de ces soins de santé, mais également vous avez le producteur des soins de santé, c'est-à-dire le personnel de santé qui est également patient. C'est-à-dire il y a tout cet emboîtement. L'interaction. Voilà, une interaction qui est très forte. Donc, l'humanisation des soins vise tout le monde. Ça vise la restructuration de tout le système de santé. Parce qu'il faut le dire que l'humanisation des soins telle que le ministre actuel l'avait définie à son arrivée,
je m'étais amusé à dire qu'il a fait un peu du hors-sujet. Parce que, effectivement, dans le contenu de ce qu'il déroulait comme action pour l'humanisation des soins, ce n'était pas ça véritablement qui devait entrer. Je le dis pourquoi. L'humanisation des soins, lorsqu'on regarde, c'est tout simplement, comme je le disais tout à l'heure, traiter les individus avec dignité. C'est au-delà de ce que le ministre propose, c'est-à-dire que pour lui, c'est de fouetter sur le personnel de santé. C'est-à-dire qu'il faut que le personnel de santé soit à l'hôpital à tout moment, ce qui est déjà d'abord le cas, parce qu'on ne peut pas dire que le personnel de santé travaille au quartier et non à l'hôpital. Ils sont à l'hôpital, effectivement. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour que les soins soient humanisés? La première des choses, l'humanisation des soins commence par l'accueil. C'est-à-dire, ça commence à l'extérieur de l'hôpital. Quand vous regardez nos hôpitaux, est-ce que ça vous donne envie d'y entrer? Pour la plupart, c'est là le problème. Il faut reconnaître quand même qu'on peut noter une nette amélioration. Oui, je ne refuse pas. De ce côté, il y a une nette amélioration. Je ne peux pas le nier. Absolument. Il y a une nette amélioration, mais je vais vous dire qu'il y a un facteur que les gens négligent et que les gens trouvent que c'est une blague lorsque j'en parle. Imaginez-vous un seul instant. Vous avez aujourd'hui en face, soit en face de nos hôpitaux, soit à côté de nos hôpitaux, absolument, des pompes funèbres. Mais vous savez que la santé, ça commence d'abord dans la tête. Imaginez-vous, vous entrez à l'hôpital, vous êtes très malade, et à l'entrée, vous croisez la vente des cercueils. Ça cause problème dans votre tête. Ça baisse déjà d'abord votre morale, parce que tout humain, à un moment donné, a peur de mourir. Mais là, c'est une stratégie qui va au-delà du ministère de la Santé. Non, je veux dire que les cercueils qu'on voit en face de l'hôpital La Quintini, il ne me semble pas que c'est... Je vais vous dire une chose, monsieur Dipita. Le ministère de la Santé, qui est l'administration du système de santé, a pour objectif la protection de la santé des populations. Ça veut dire que tout ce qui peut toucher la santé des populations, ils doivent pouvoir être là. Je dis tout. Et vous voyez bien qu'il y a un problème dans notre système de santé. C'est que la santé psychologique, c'est-à-dire que la santé mentale, est très négligée chez nous. Ce qui fait qu'à un moment donné, on a l'impression de laisser cette tâche-là aux familles. Pourtant, c'est une tâche qui est bien importante dans le système de santé. Et parce qu'à un moment, justement, on se dit, des actions comme celle-là ne relèvent pas du système de santé, mais non, parce que ça affecte l'individu. C'est un problème. Je veux dire que dans ce cas-là, il s'agit certainement d'un ensemble d'activités qui doivent être coordonnées au niveau gouvernemental. Bien évidemment, toutes les activités de santé sont coordonnées. Absolument. Toutes les activités de santé sont coordonnées. Je vais vous prendre un exemple. Nous avons vu cette semaine dans les réseaux sociaux une dame qui a accouché dans un bosquet dans la boue. Tout le monde a vu cette image. Absolument. Alors, c'est pour dire que toutes les actions qui doivent être menées au niveau de la santé doivent être coordonnées. Ça veut dire que même le ministre des Travaux publics doit s'impliquer. C'est pour cela, quand je parle généralement du système de santé, les gens, eux, ils ne voient que l'aspect hôpital. La santé se fait d'abord hors de l'hôpital, avant d'arriver à l'hôpital. Donc, il y a ce problème au niveau de cette humanisation des soins. Maintenant, je vais prendre un autre exemple. Lorsque vous avez vu, il y a une chaîne camerounaise également, dont je ne cite pas le nom volontairement, qui a fait un reportage sur les gardes malades au Cameroun. Mais je vous assure, il n'y a rien d'humain dans ça. Vous voyez des gens qui arrivent à l'hôpital tout simplement parce qu'on n'a pas conçu notre système de santé pour prendre en charge également les gardes malades. Parce qu'un garde malade qui vient à l'hôpital est un potentiel patient, un potentiel malade. Il faut le protéger. Et plus vous avez des patients, plus le système étouffe et plus le système dépense. Sachant que nous n'avons pas assez de moyens, nous devons plutôt maximiser à ce que les gens ne tombent pas malades. C'est ce que je me suis à dire. Maintenant, il y a plein d'autres choses. Et c'est là où je dis que au bout de 3 ans, s'il faut évaluer l'humanisation des soins telle que conçue par
la tête dirigeante aujourd'hui de notre système de santé, on se dirait simplement que c'est un échec. C'est un échec pourquoi? Parce que l'un des pans très importants de l'humanisation des soins, le traitement avec dignité, c'est qu'effectivement on ne devrait pas trouver sur les réseaux sociaux des photos des patients internés dans nos hôpitaux. C'est déjà un manque d'humanisation. Et ceux qui savent et ceux qui sont connectés sur mes pages sur les réseaux sociaux savent que tous les jours, je décris cela. Parce qu'il n'est pas du tout normal. C'est-à-dire que lorsque vous entrez en contact avec le système de santé, vous appartenez désormais au système de santé qui a pour responsabilité de vous protéger et de protéger toutes vos informations. Il n'est pas question de voir quelqu'un qui est dans un hôpital et ces images circulent sur Internet et on ne voit pas de sanction, pas d'action pour limiter cela. Ça va dans tous les sens, tous les jours. On se retrouve même parfois avec des autorités qui partent rendre visite. Je vais le dire pour que les gens le sachent. Nous avons vu le ministre des Sports qui allait dans un hôpital après la bousculade à Olembe et se filmer avec des patients qui sont à l'hôpital. Et il y a ce problème. Donc, c'est pas normal. C'est comme si vous imaginez, vous vous baladez, par exemple, dans la rue et vous trouvez qu'il y a vos informations médicales qui sont sur le trottoir. Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Lorsque vous regardez dans des véritables systèmes de santé, je vais vous prendre ici un exemple d'humanisation des soins dans ce sens-là. Vous avez vu la dernière Coupe d'Europe. Il y a le joueur, je crois, suédois qui a eu l'arrêt cardiaque sur le terrain. Absolument. On a fait une réanimation sur le terrain et personne n'a eu une image de ça. Sur le terrain de football, avec plus de 80 000 spectateurs, vous avez vu automatiquement comment il y a eu une ceinture. Pourquoi? Parce que dans ces systèmes de santé, on éduque toute la population sur la protection de l'information médicale. Et cette information médicale n'est pas seulement le fait qu'on va dire que vous souffrez de telle ou telle maladie, mais c'est votre image. Et jusqu'à aujourd'hui, ce joueur, il est sorti de ce stade-là. Il n'y a pas eu une seule image. Et il n'y a pas eu une seule image de lui à l'hôpital. C'est ça un système de santé responsable et qui humanise les soins. Malheureusement, nous avons vu jusqu'à la dépouille du cardinal Toumi qui a circulé sur Internet. Lorsque on a essayé d'interpeller le ministre, il a dit une enquête est ouverte alors qu'on n'a pas besoin véritablement d'enquête pour savoir ce qui s'est passé et pour pouvoir mettre la main et stopper ce genre de choses. Donc, si on essaye de parcourir toutes les dimensions de l'humanisation des soins, on verra bien que jusqu'à présent, pour le ministre, ça n'a été qu'un slogan. On va observer ça davantage, mais en attendant, on va prendre cet autre reportage, toujours à Yaoundé, où des personnels de la gendarmerie et de la police sont allés se perfectionner sous forme de stage et de formation sur des questions d'enquête. Suivez plutôt. Après 12 jours de formation, voici la moisson obtenue par les 10 stagiaires, personnels non officiers de la gendarmerie nationale. Sur le plan pratique, nous avons appris notamment les empreintes digitales, la gestion d'une scène de crime et tout ce qui allait avec. La formation a été réellement enrichie. Sur le plan professionnel, ils sont désormais dotés d'une expertise dans la conduite des enquêtes criminelles, à l'utilisation des matériels et équipements de pointe mis à leur disposition par les formateurs italiens avec l'accompagnement des formateurs locaux. Cette formation également a eu à permettre à nos différents stagiaires de s'améliorer dans le domaine spécifique de la police technique et scientifique et de renchérir leurs connaissances dans le domaine de la police judiciaire. En perspective, il est souhaité la consolidation des acquis et la pérennisation de cette formation afin de permettre à la gendarmerie camerounaise de répondre efficacement aux énormes défis d'enquête criminelle. On a un laboratoire depuis, mais il faut que étant donné que la science évolue, il faut que notre laboratoire soit mis à jour pour pouvoir dire que le Cameroun est au même niveau que les autres. Je crois que c'est dans cette lancée-là que la coopération italienne nous a apporté la plus-value. Cette formation en police technique et scientifique, en partenariat avec l'Arma dei Carabinieri, organisée du 18 au 29 juillet 2022 au centre de perfectionnement, s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales entre le Cameroun et l'Italie.
En outre, elle inaugure une série d'offres proposées par la partie italienne, notamment dans les domaines de la lutte contre les engins explosifs improvisés, les renseignements, la gestion des foules, la prévôté et l'investigation criminelle. Je ne sais pas si on pourra mettre également ces autres aspects dans le cadre de l'humanisation des santé, mais on a pu voir qu'il y a comme une volonté, une montée en puissance pour la lutte contre les hôpitaux clandestins, mais aussi le médicament de la rue. Des éléments pour lesquels le ministère de la Santé, évidemment, sont au cœur de la stratégie et qui sait peut-être davantage protéger les patients de ces phénomènes-là. Vous savez, il y a un proverbe de chez nous qui dit « Le magouilla a beau faire les pompes, mais on ne verra jamais son biceps. » Je le dis parce que ce sont des initiatives louables. D'accord. Ce sont des initiatives louables, mais lorsque vous regardez la stratégie qui est mise en place pour véritablement implémenter ces initiatives, il n'y a pas de contenu. C'est-à-dire? Il n'y a pas de contenu. Et c'est pour cela que j'ai fait une sortie, je crois que c'était en fin de semaine passée ou en début de semaine passée, pour expliquer pourquoi est-ce que je trouve que c'est du semblant. Par exemple, pour la chasse aux établissements de santé clandestins. Ce n'est pas le Premier ministre qui le fait. Ce n'est pas le Premier ministre de la Santé qui le fait. Ça a toujours été fait. Mais la question, c'est pourquoi c'est toujours là? Pourquoi? Alors, au lieu de se poser cette question et de trouver la réponse, on continue à traquer quelques petites formations sanitaires clandestines, les fermer et montrer que nous faisons quelque chose d'assez important. Pourtant, le problème de fond, il est là. Le problème de fond, c'est que dans tout discours politique au Cameroun, on vous dit la carte sanitaire c'est amélioré, ce qui n'est pas faux. La carte sanitaire s'est améliorée. Mais sauf que la carte sanitaire a deux dimensions. Il y a une dimension quantitative et une dimension qualitative. Il faut dire peut-être à l'intention de nos téléspectateurs que la carte sanitaire, c'est la représentativité. Voilà, des centres, des formations de santé. Alors, au niveau quantitatif, nous avons beaucoup travaillé. Je dis beaucoup, personne ne peut le nier. C'est-à-dire que le nombre de formations sanitaires que nous avons aujourd'hui est suffisamment important. Mais sauf que regarder le niveau quantitatif sans regarder le niveau qualitatif cause beaucoup d'autres problèmes. Et le problème des inégalités. Et ce problème donc des inégalités cause directement le problème de la clandestinité. Ça, c'est l'un des facteurs. Alors, comment ça se passe? Vous savez qu'il y a des critères pour implanter un centre de santé, par exemple, un établissement de santé quelque part. Alors, vous avez des localités où, sur 5 km, vous pouvez avoir 3 centres de santé. Tout simplement parce qu'il faut remercier les élites politiques. C'est-à-dire qu'il y a telle élite politique qu'il faut remercier. Et il faut aller mettre le centre de santé dans son village. On se retrouve avec des centres de santé qui sont agglutinés au même endroit et d'autres commencent à servir d'abri aux chèvres et aux moutons. Parce que ça ne peut pas fonctionner ainsi. Pendant que dans d'autres endroits, vous faites pratiquement 30 à 40 km, vous ne voyez pas un centre de santé. Je vous parle ici de ce qui se passe dans mon village. Le centre de santé le plus proche de mon village est à 30 km. Et je vous épargne l'état de la route. Donc, vous voyez qu'il y a cette disparité au niveau de la qualité de la carte sanitaire. Ce qui fait que je suis arrivé également à certains endroits, c'est-à-dire que ceux qui connaissent le centre du Cameroun, la région du centre, il y a une localité qu'on appelle Esseux, qui est le village d'un célèbre journaliste qu'on connaît bien. Et Ernest Obama. Exactement. Pour le citer. Alors, à 70 km d'Esseux, c'est-à-dire vous quittez Esseux, vous faites 70 km. Je suis arrivé à cet endroit et j'ai trouvé qu'il y avait un centre de santé bien construit, très bien construit, en bon état, mais fermé. Il n'y avait pas de personnel de santé. Alors, les gens qui sont là-bas, comment ils font? Maintenant, il y a une dame qui a une buvette dans le coin, qui voit comment les gens
souffre de paludisme tous les jours et plein d'autres choses, qui a ouvert une petite officine dans sa buvette parce que le lit d'hospitalisation, il est pratiquement dans la buvette, c'est-à-dire que les gens sont assis et quelqu'un est sous perfusion là, tout à côté. Elle est obligée de le faire pratiquement parce que, en quelque sorte, il n'y a pas d'offre de soins. Absolument. Il n'y a pas d'offre de soins. Donc, il y a des problèmes, il y a des choses au préalable qu'il faut faire avant de se dire qu'il faut courir vers la fermeture de ces établissements. C'est le même raisonnement qui apparaît dans la lutte contre les médicaments de la rue. C'est-à-dire que vous avez des localités où vous n'avez aucune pharmacie fonctionnelle, même pas dans l'hôpital de district. Ça, je peux vous citer des localités comme ça dans ce pays, où vous n'avez aucune pharmacie fonctionnelle. Et à ce moment, il n'y a que les gars qui sont dans la rue, qui essayent de fonctionner. Et je vais même vous dire que, logiquement, vous êtes par exemple dans un grand hôpital comme l'hôpital central. Ça, je cite. On vous fait une prescription et on vous dit, allez voir le gars qui est en face de l'hôpital. Ça se fait et beaucoup de gens vont se reconnaître dans ce que je suis en train de dire. Alors, venez dire, et nous tous nous le savons, venez dire que vous faites un petit semblant pour lutter contre les médicaments de la rue. Je crois que c'est une blague de mauvais goût à un moment donné. Il faudrait qu'on s'asseye. Et nous savons ce qu'il faut faire parce que j'ai eu l'occasion de faire des travaux dessus lorsque j'étais au Centre Pasteur sur les questions de médicaments dans la rue. Et je veux vous assurer que les résultats de cette étude, je les ai présentés à Abidjan où ça avait eu beaucoup d'écoute. Quand je suis rentré et j'ai essayé d'en parler avec le dirigeant actuel de la santé, il n'a pas adopté la chose. Parce qu'il faut le dire ici, que le problème du médicament dans la rue vient du système. Le système, il a conçu le processus de telle manière à ce qu'il y ait le médicament dans la rue. C'est ça qui est le débat en quelque sorte. C'est le véritable débat là-bas. C'est-à-dire que le circuit d'approvisionnement des médicaments fait à ce qu'il y ait le médicament dans la rue. Parce que lorsque vous avez une structure que vous avez créée comme étant la Sénamé, et à côté, vous avez mis ce qu'ils ont appelé les grands importateurs, c'est-à-dire que des individus qui peuvent avoir leur argent et avoir l'autorisation d'importer des médicaments. Vous pensez que ceux-là, qu'est-ce qu'ils feront des médicaments importés? Ils vont les vendre. Et nous tous, nous savons là où ces médicaments sont stockés à Yaoundé. Ce n'est de secret pour personne. Et on vous dit, même si vous cherchez le médicament partout à Yaoundé, par exemple, il faut aller à tel endroit, vous allez le trouver là-bas. Beaucoup de pharmacies s'y ravitaillent et tout le monde le sait. Donc, le problème, il est là. Et il faut qu'on embrasse le problème au véritable niveau et qu'on en trouve des solutions. C'est pour cela que jusqu'à présent, moi, je trouve que nous sommes dans une espèce de scène de comédie qui fait à ce que chacun qui vient essaie de montrer que j'ai quelque chose. Donc vous pensez que le problème se trouve en amont? Oui, tout à fait. Tout à fait. Nous connaissons le problème. Et on en a suffisamment parlé. On a suffisamment parlé. Et vous, quels sont les axes pour limiter, voire stopper ce phénomène? C'est très simple. C'est très simple. Il faut, premièrement, lorsque nous étions plus petits, quand vous allez à l'hôpital, lorsque vous êtes entré, quand vous sortez avec vos médicaments. Pourquoi aujourd'hui les pharmacies des hôpitaux ne fonctionnent plus? Pourquoi? C'est très rare de trouver un hôpital où vous avez une pharmacie fonctionnelle. Pourquoi ça ne fonctionne plus? Pourquoi dans nos hôpitaux aujourd'hui vous trouvez des médecins qui sont devenus des pharmaciens, qui ont des médicaments dans les coffres? C'est à cause d'un certain nombre de dispositions qu'on a essayé de présenter et on a dit, si on veut lutter contre cette histoire, je vous assure, M. Dipita, ça ne nous prend pas un an. Ça ne nous prend pas un an et on stoppe cela et ça fonctionne. D'accord. Venons certainement l'information de la semaine, si on peut le dire ainsi. C'était la visite du président Emmanuel Macron au Cameroun, une visite officielle avec le clou, la rencontre au Palais de l'Unité avec son homologue camerounais Paul Biya. Reportage. Emmanuel Macron a dénoncé l'hypocrisie, en particulier sur le continent africain, consistant à ne pas reconnaître clairement une agression unilatérale de la Russie envers l'Ukraine, comme fait l'Union européenne.
le choix qui a été fait par les Européens, premièrement, n'est en aucun cas de participer à cette guerre, mais de la reconnaître et de la nommer. Là où je vois trop souvent de l'hypocrisie, en particulier sur le continent africain, je vous le dis avec beaucoup de calme et de sérénité, à ne pas savoir qualifier une guerre qui en est une et à ne pas savoir dire qui l'a lancée. Parce qu'il y a des pressions diplomatiques, je ne suis pas dupe. Mais enfin, il faut dire les choses. On vit. S'exprimant sur sa relation avec la Russie, le chef de l'État camerounais à son tour. Elle est ancienne et nous avons signé avec ce pays un accord de coopération qui était venu à expiration. On l'a renouvelé et nous l'avons signé. Le voyage de mon ministre en Russie n'avait pas de rapport avec la situation de la guerre en Ukraine. Au cours de cette conférence de presse, beaucoup de sujets ont été couverts sur le plan bilatéral. Le Cameroun est un partenaire stratégique pour la France, dit Emmanuel Macron. Alors, certainement, l'un des faits qui marque cet événement-là, c'est cette réponse du président Biya à notre consoeur de RFI quant à savoir s'il sera un nouveau candidat en 2025. Extrait de la conférence de presse. Espérez-vous, puisqu'on parle d'avenir, espérez-vous briguer un nouveau mandat en 2025 ou souhaitez-vous qu'une nouvelle génération porte les couleurs du RDPC à la prochaine présidentielle? Comme vous savez, le Cameroun est dirigé conformément à sa constitution. D'après cette constitution, le mandat que je mène a une durée de 7 ans. Alors, essayez de faire la soustraction. 7 moins 4 ou 3. Et vous saurez combien de temps il me reste à diriger le pays. Mais autrement, ça sera sûr. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informés sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Évidemment, une déclaration qui a fait sourire plus d'un, mais derrière, il y a eu cette autre volonté exprimée par la France d'ouvrir désormais les archives camerounaises, notamment dans la période pré- et post-indépendance, qui, comme vous le savez, a connu un certain nombre de massacres au Cameroun. Cette fois-là, Emmanuel Macron propose d'y associer les historiens. Une proposition qui n'a pas manqué de susciter des réactions. C'est d'ailleurs ce qu'on va suivre dans ce reportage de Oriane Donquin, qui est allé rencontrer Henriette Ekoué, journaliste émérite et ancienne militante. L'Afrique a connu 2 mouvements de libération, celui du Cameroun et de l'Algérie. Les Français ont traité les Algériens avec plus de respect qu'ils ne l'ont fait pour nous. Parce que tous les leaders du FLN, on les a mis dans un avion, on les a menés dans un château où ils ont négocié l'indépendance. Alors que les nôtres, on les trouvait dans la boue, assassinés comme Oumniobé. Le cadavre traîne dans la boue. Lors de la conférence de presse donnée par les présidents camerounais et français ce 26 juillet 2022 à Yaoundé, Emmanuel Macron déclare que la lumière doit être faite sur les actions de la France lors des guerres d'indépendance. Est-ce une avancée après l'annonce en 2015 de François Hollande? L'avancée, bon, s'il y a avancée, mais je dois rappeler que les Juifs n'ont pas du tout attendu qu'on vienne prouver qu'il y a eu des camps de concentration où les gens sont morts. On n'a pas besoin de commission d'historiens seulement. Il y a des charniers dans la grande Sanaga maritime, il y a des charniers à l'ouest. Le quartier Congo, le marché Congo est sur un charnier. La commission comprendra des historiens français et camerounais. La présence d'Achille Mbembe dans l'avion du président français est peut-être porteur d'espoir. Il y a des historiens camerounais. Il y a à la tête desquels il y a Achille Mbembe,
qui a été le premier à publier les écrits sous maquis de Oumniobé, il y a 40 ans. Achille Mbembe était dans l'avion de Macron. Donc nous espérons qu'il va travailler à cette mise sur pied de commission. Maintenant, Simon King, qui est un grand historien, Numbissier et les autres, Teltombe, qui est allé dans les archives militaires françaises, c'est de là qu'ils ont sorti toutes les archives pour faire le livre cette guerre cachée du Cameroun. Pour la journaliste, le contentieux historique taraude l'opinion nationale camerounaise. Valoriser la lutte d'indépendance de l'Algérie et pas celle du Cameroun n'est pas normal. Selon elle, l'on devrait s'appuyer sur les textes de ces historiens. Poursuivons pour la terminer cette émission avec le docteur Albert Zé, les spécialistes des questions de l'économie de la santé. Docteur, avant peut-être d'évoquer autre sujet, je voudrais revenir sur un aspect qui concerne Covid et cette mesure gouvernementale qui désormais exige, prescrit le paiement d'un test PCR à l'entrée et à la sortie du Cameroun. Ça vous suscite un commentaire? C'était une évidence. C'est-à-dire que lorsqu'on sait que jusque-là, c'était l'État qui subventionnait ces tests, qui prenait en charge en quelque sorte la gratuité, et qu'on sait effectivement qu'un test, ça coûte 30 000 à l'échelle internationale. Donc, ça commençait, quand vous regardez par exemple le nombre de tests qui doivent être faits par exemple par les voyageurs seulement déjà, donc ça devenait assez coûteux pour l'État du Cameroun, qu'il faut le dire également que il y a eu une disposition assez louable pendant la période intense de Covid, c'est-à-dire cette gratuité de prise en charge. Beaucoup de pays ne l'ont pas eu et ça a été vraiment un pan qui a été positif dans cette affaire. Maintenant, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que c'était difficile pour l'État, mais ce sera davantage difficile pour les populations parce que certains estiment que le test de 30 000 ne concerne que les voyageurs, mais ça concerne tout le monde parce qu'il y a une redistribution même des charges dans la société. Imaginez-vous, vous devez peut-être prendre le vol pour aller, je ne sais pas, peut-être en mission quelque part. Vous devez faire le test de 30 000. Vous voyez déjà que ces 30 000-là pouvaient permettre à ce que vous puissiez mettre votre famille à l'aise pendant que vous partez. Vous allez devoir couper. C'est-à-dire que vous allez faire quoi? Soit vous allez vous priver de certaines choses lorsque vous allez faire votre voyage, soit vous allez priver à votre famille, soit vous allez diviser en quelque sorte la charge en fait. Donc, forcément, tout le monde... Voilà, il y a une incidence sur toute la société. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est un problème uniquement pour les voyageurs, mais c'est un problème complètement de la société. Maintenant, quand on regarde, par exemple, lorsqu'on essaie de regarder, est-ce que cette nouvelle taxe non fiscale, parce que ça, il faut le dire que c'est désormais une taxe non fiscale, est-ce que ça peut nous permettre de pouvoir collecter quand même un peu d'argent pour pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes? Je ne pense pas, parce que nous vendons le test à 30 000 et il faut savoir qu'au niveau international, le test est autour de 28 000 quelque chose. Donc on ne gagne pas grand-chose puisqu'il faut ajouter les charges de transport. En fait, c'est simplement que la subvention allouée à cette part-là est... Donc vous voyez bel et bien qu'on ne gagne pas grand-chose, même en mettant ces taxes, puisque là, moi je pense même qu'on est en train de tourner à perte. Moi, ce que j'aurais plutôt dit, c'est qu'il fallait peut-être encadrer cela en laissant les laboratoires privés se charger de ça, parce que l'État qui se retrouve en train d'être commerçant des tests et les vendre à un prix qui ne permet pas justement de gagner quelque chose, c'est tourner carrément à perte. Donc ce n'est pas quelque chose d'assez important à faire. Je crois qu'il y a beaucoup plus d'autres réflexions qu'on peut faire à ce niveau et améliorer les choses. Alors, terminons cette émission par un projet sur lequel vous travaillez en ce moment, la construction des systèmes de santé résilients. C'est quoi le concept? Oui, le concept, c'est que
C'est un travail que j'ai commencé depuis bien avant Covid, et Covid est venu juste me donner encore plus de matière, parce que nous avons vu comment Covid a bousculé en quelque sorte les systèmes de santé. Les systèmes de santé résilients ici, c'est tout simplement des systèmes de santé capables de faire face de façon optimale aux crises sanitaires ou alors aux différents chocs que les pays peuvent connaître. Donc, pour le faire, puisque déjà le débat sur la résilience des systèmes de santé, il est déjà évoqué, il est déjà sur la place publique, mais il manque encore justement des éléments. C'est-à-dire que pour pouvoir parler de la résilience des systèmes de santé aujourd'hui, il faut déjà d'abord les évaluer. Il faut évaluer ce niveau de résilience de ces systèmes de santé afin de savoir déjà où se situe chaque système de santé. Parce qu'il faut se dire ici qu'il y a 3 niveaux, il y a 3 ensembles. Il y a le premier ensemble qui a des systèmes de santé ou alors dont la résilience est égale à 0. C'est-à-dire que là, ce sont des systèmes de santé insensibles en fait. C'est-à-dire quel que soit le choc, il ne ressent pas le choc en fait parce que le système est déjà insensible. Et maintenant, il y a des systèmes de santé où la résilience, elle est finie, elle correspond à une constante. Et ces systèmes de santé qui fonctionnent donc dans un état perturbé, c'est-à-dire que dans un état sous-optimal. Et puis maintenant, il y a d'autres systèmes de santé qui fonctionnent dans un état optimal. C'est-à-dire que ceux-là, lorsque le choc il arrive, ils ressentent le choc, mais pas forcément, ils ne vont pas forcément se dégrader. En quelque sorte, on a vu un peu les systèmes de santé asiatiques, comment ils ont pu gérer la situation. Mais il est davantage question aujourd'hui de faire une évaluation concrète de cette résilience au sein des systèmes de santé à travers le monde et de pouvoir maintenant donc, maîtriser les niveaux de chaque système de santé. Et de là vont donc justement découler des propositions pour pouvoir construire des systèmes de santé capables de répondre efficacement face au choc. Et vous donnez combien de temps? Je ne peux pas me donner du temps pour le moment parce que je dois avouer qu'il me faut mobiliser déjà des fonds. Parce qu'il faut que je le rappelle ici, toutes ces recherches que je fais sont sous fonds propres. C'est-à-dire que je finance mes propres recherches, je n'ai jamais eu de subvention. Comme il savait que je suis consultant international, lorsque je fais une consultation, l'argent que je réussis à avoir, je divise. Une partie va dans les recherches et l'autre, j'essaye de fonctionner avec de façon individuelle. Donc, c'est un projet qui est assez lourd et je ne peux pas encore donner un deadline parce qu'il me faut mobiliser non seulement des ressources financières, mais également des ressources humaines parce qu'il faudrait que j'ai une bonne équipe qui m'entoure par rapport à tout cela parce que c'est des sujets hautement mathématiques qu'il faut mobiliser à ce moment-là. Et vous dites qu'il faut des fonds, ça s'évalue à environ... Pour le moment, je n'ai pas encore évalué. Je n'ai pas encore évalué financièrement ce que ça vaut. Je suis en train de le faire. Ce qui est sûr déjà, c'est que la proposition d'étude, elle est bouclée. Absolument. Maintenant, il faut faire un travail sur l'état des besoins par rapport à la réalisation de cette étude. Et c'est de là que va forcément découler le financement qu'il faut. On vous souhaite bon vent dans cette initiative louable, évidemment, pour améliorer le système de santé dans notre pays qui s'est peut-être à travers le monde. Et on espère que vous aurez suffisamment de partenaires pour vous accompagner dans ce projet. Je l'espère aussi et c'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Merci à vous également à la maison d'être resté avec l'invité de ce soir, le docteur Albert Zé, un spécialiste des questions de l'économie, de la santé et bien d'autres sujets, qui a également eu des prix dans son domaine. Donc c'est une tête bien faite, certes jeune, mais qui a un potentiel à certainement mûrir et maturer afin d'en profiter au maximum. Demain, c'est lundi d'avance. Je vous souhaite une excellente semaine. Bonsoir et à dimanche prochain.